Bonjour à tous. Je voulais parler de comment les modes de scrutin structurent la vie politique, mais apparemment, quand je parle de concepts de sciences politiques, ça intéresse moins mon audience. Du coup, on va parler de fascisme. Est-ce que le fascisme est réactionnaire? Pour répondre à la question, il faudrait déjà savoir ce que veut dire réactionnaire. En fonction de notre affiliation politique et de notre idéologie, ce qui est considéré comme réactionnaire varie. De manière générale et abstraite, un positionnement politique réactionnaire, c'est la volonté de remettre en place un ordre politique, un régime ou une doctrine politique du passé, par opposition à conservateur qui est pour le maintien du statu quo et progressiste qui est pour un ordre nouveau. Donc on va regarder si certaines doctrines du fascisme sont potentiellement réactionnaires et ensuite on va regarder les classes sociales qui ont soutenu la montée du fascisme et pourquoi. Il y a deux camps politiques qui utilisent l'appellation ou le concept de réactionnaire dans leur rhétorique politique, ce sont les libéraux et les marxistes. Pour les libéraux, historiquement, les réactionnaires sont les monarchistes, qui ont voulu préserver leur ordre social face à la montée du libéralisme et de ses nouvelles doctrines politiques et économiques. Quand on parle de réactionnaires et d'Ancien Régime, on pense facilement à la Révolution française et aux guerres révolutionnaires. Alors c'est sûr que les révolutions et les guerres passionnent plus les foules que, par exemple, les 60 ans de carrière politique de William Gladstone, Premier ministre britannique. En réalité, ce qu'on peut appeler l'abolition de l'Ancien Régime en Europe, c'est un processus qui s'étend sur tout le XIXe siècle et qui s'achève plus ou moins à la fin de la Première Guerre mondiale, si on veut vraiment trancher à un moment précis. Et c'est un processus graduel réalisé par des réformes institutionnelles et législatives. Les révolutions violentes comme en France, c'est l'exception, pas la norme. Surtout que la Révolution française n'abolit qu'une partie des institutions de l'Ancien Régime, pas la totalité. Sans compter qu'après il y a la Restauration sous Louis XVIII. Donc même pour la France, malgré une révolution, le processus est graduel, comme pour le reste de l'Europe. Pour faire simple, d'un point de vue libéral, réactionnaire veut dire remettre en place des institutions et des politiques publiques apparentées à l'Ancien Régime. Qu'est-ce qu'on peut apparenter à l'Ancien Régime? Je ne vais pas faire une vidéo de 5 heures, donc on va résumer. C'est un pouvoir politique monarchique, en particulier de droit divin, un ordre social basé sur la religion, et une économie mercantiliste et corporatiste. Pour les marxistes, le communisme est l'idéologie voulue par le sens de l'histoire. Donc tout ce qui s'oppose au sens de l'histoire est techniquement réactionnaire. Le sens de l'histoire est une croyance philosophique pour qui l'histoire est prédéterminée dans une seule direction, et que l'histoire a potentiellement une fin. C'est une conception philosophique héritée du christianisme qui vient de l'idée de Deus ex machina. Dieu a créé le monde et sa création fonctionne toute seule, selon un sens qu'il a prévu à l'avance. Marx, totalement imprégné du scientisme typique du XIXe siècle, pensait qu'on pouvait scientifiquement étudier le sens de l'histoire. Grande surprise, sa conclusion est que le communisme est l'idéologie voulue par le sens de l'histoire, ce qui fait que tout ce qui est anticommuniste ou antimarxiste est par défaut réactionnaire, ce qui inclut bien évidemment le fascisme, mais aussi n'importe quelle idée inédite ou nouvelle du moment que les marxistes l'aperçoivent comme antimarxiste. Voilà, la liste d'idées politiques qui sont réactionnaires pour les marxistes est très longue. Donc on va plus se concentrer sur un point de vue général abstrait et sur le point de vue historique libéral. Le fascisme naît d'une rupture avec le socialisme et se veut comme une alternative à la social-démocratie et au marxisme. Et se veut aussi une alternative à l'ordre bourgeois libéral. C'est l'idée de troisième voie entre le libéralisme et le communisme, sans pour autant être un retour à l'ancien régime. Mussolini dit très clairement dans la doctrine du fascisme, l'État fasciste, n'est pas réactionnaire, mais révolutionnaire, en ce sens qu'il devance la solution de certains problèmes universels. Les négations fascistes du socialisme, de la démocratie, du libéralisme ne doivent cependant pas faire croire que le fascisme entend ramener le monde à ce qu'il était avant 1789, date qui est considérée comme l'année d'inauguration du siècle démo-libéral. On ne revient pas en arrière. La doctrine fasciste n'a pas choisi de maître pour prophète. L'absolutisme monarchique a fait son temps, au même titre que l'ecclésiastrie, que les privilèges féodaux ou les castes fermées à cloisons étanches. C'est une genèse et un positionnement très différent du nationalisme intégral de Charles Maurras, par exemple, qui lui est clairement issu de sensibilités réactionnaires au sens historique du terme.
Mussolini et les fascistes se voient comme une évolution politique, une nouveauté en réponse au libéralisme et au communisme. Mais on va aller un peu plus loin que les déclarations de l'auteur et regarder ce qu'il en est véritablement doctrinalement. Commençons par l'économie. Les doctrines politiques du fascisme sont la collaboration des classes, réponse au marxisme, et le corporatisme, système économique de l'Ancien Régime. Concrètement, comment cela se traduit en politique publique? Par la nationalisation des entreprises stratégiques, par une forte régulation de l'économie, une volonté d'aligner les intérêts économiques privés à l'intérêt de l'État, et de favoriser les petites entreprises et la petite propriété. Donc ce n'est pas un retour aux guildes et aux corporations de métiers de l'Ancien Régime. Globalement, on a des politiques économiques interventionnistes similaires à celles des sociodémocrates, mais avec une volonté de favoriser un tissu économique de petits patrons et d'entreprises qui rappellent les corporations d'Ancien Régime. Alors, une petite parenthèse historique, les corporations ne fonctionnaient pas selon les règles du libre marché, mais selon les règles de la corporation. Par exemple, si vous vouliez être boulanger, vous ne pouviez pas ouvrir une boulangerie et vous lancer, ni vendre à des prix libres. Il fallait rentrer dans une corporation, suivre un apprentissage, obtenir une autorisation de la corporation pour ouvrir une boutique en fonction des places disponibles, et suivre les prix fixés par la corporation. La différence est que dans le fascisme, c'est l'État qui décide des régulations du métier et des prix. Ce n'est pas un retour en arrière, mais il y a clairement une inspiration d'Ancien Régime. Maintenant sur les questions un peu plus philosophiques, l'autocratie, la hiérarchie et le rejet de l'égalitarisme. Les libéraux et une partie des socialistes sont en faveur d'une déconcentration et une division du pouvoir politique. Il y a une logique égalitariste en continu, des premiers libéraux qui préconisent une égalité en droit, jusqu'aux communistes et aux anarcho-communistes qui préconisent une égalité totale matérielle et politique. Le fascisme rompt totalement avec ces continuités. Le fascisme préconise un régime autocratique, mais ce n'est pas une monarchie absolue héréditaire de droit divin, mais une dictature technocratique et méritocratique. C'est un peu un compromis. On garde la structure du pouvoir, mais la nature du pouvoir est d'inspiration libérale. Il y a un attachement à une structure de pouvoir hiérarchique traditionnelle, mais d'un point de vue abstrait, ce n'est pas réactionnaire. D'un point de vue libéral et historique, ça l'est. Le fascisme rejette la notion d'égalité, mais il n'est pas question d'un retour à des droits aristocratiques. Il est question d'une société homogène afin de créer une meilleure cohésion sociale, où les différences culturelles, philosophiques, identitaires ou de classe sont gommées. Pour les Allemands, ça impliquait aussi d'éliminer les différences biologiques, avec la méthodologie qu'on connaît. Dans tous les cas, on est sur un paradigme qui est différent à la fois de l'Ancien Régime et du libéralisme. Le rapport à la religion. Par exemple, Charles Maurras est pour le catholicisme comme religion d'État. Non pas parce que c'est la vraie foi, mais parce que l'Église catholique sert à l'ordre et à la cohésion sociale. Il y a eu des fascistes qui ont eu cette position, notamment en Italie, en Espagne et en Grèce, avec Métaxas. Dans les faits, les relations entre les fascistes et les institutions religieuses ont été difficiles et conflictuelles. Par exemple, quand le gouvernement allemand a mené l'action T4, programme d'euthanasie des handicapés, l'Église catholique s'y est opposée de manière publique et véhémente. Ça, c'est un exemple assez marquant, mais en Italie, il y a aussi des conflits, par exemple, sur l'école publique et l'éducation. Les relations entre le Vatican et Mussolini sont complexes et surtout marquées par une cohabitation difficile. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur le sujet, mais globalement, les institutions religieuses sont des institutions indépendantes, avec leur propre agenda. Donc, qui sont concurrentes à un régime fasciste. Ioannis Metaxas, par exemple, en Grèce, bien que profondément chrétien attaché à l'Église orthodoxe comme faisant partie de l'identité nationale grecque, a eu aussi des conflits avec l'Église orthodoxe grecque. Maintenant, au niveau des valeurs, ces fameuses valeurs traditionnelles. Quelles valeurs? Puisqu'on parle dans un contexte européen, on va se limiter au christianisme. La famille? Alors non, ce n'est pas la famille, l'idée c'est la natalité. Et la famille est le moyen le plus évident, le plus simple pour promouvoir la natalité. Parce que les religions qui n'encourageaient pas la natalité, elles n'ont pas très bien survécu à la sélection naturelle. Il y a un utilitarisme implicite à être pro-famille.
Le christianisme et le fascisme sont tous les deux natalismes, mais le natalisme du fascisme, c'est un natalisme eugéniste. Les Lebensborn des Allemands ou des SS pouvaient aller engrosser des femmes allemandes pour produire des Sonnenkind. Ce n'est pas du tout dans les valeurs traditionnelles chrétiennes. Ensuite, les valeurs du christianisme, on peut en citer quelques-unes. La compassion, le pardon, la charité, la chasteté, la générosité, l'humilité, l'universalisme. Je ne vois pas vraiment de concordance avec les doctrines politiques du fascisme. Pour le libéralisme, la famille et la procréation sont des libertés et des choix individuels. Mais si on considère une politique nationaliste comme réactionnaire, à ce moment-là, les allocations familiales sont des politiques réactionnaires. Donc, le fait que le fascisme soit réactionnaire sur des questions religieuses dépend des fascistes en question. Les fascistes qui considèrent qu'il faut conserver la religion et l'Église pour des questions d'identité nationale sont effectivement réactionnaires. Mais ce n'est pas une ligne politique qui est unanime et partagée par tous. Le rejet de ce que les libéraux appellent la modernité. C'est-à-dire une société fondée sur le libre marché, sur l'individualisme, sur l'homo economicus et ses choix réactionnels. Concrètement, par exemple, ça revient à célébrer et idéaliser le mode de vie simple et traditionnel de la vie paysanne contre une vie citadine et corruptrice. Mussolini allait quelquefois travailler dans les champs pour la propagande. Ce n'est pas nouveau, les Romains avaient cet idéal du citoyen vertueux, à la fois fermier et soldat. Pour Emilio Gentile, ce rejet de la modernité n'est pas simplement une opposition nostalgique, mais la construction d'un nouvel ordre social basé sur la tradition et l'idée de communauté. Encore une fois, il y a cette ambiguïté entre passé et futur qu'on comprend mieux si on s'intéresse à la sociologie électorale des partis fascistes. Quelles sont les classes sociales qui ont voté et soutenu les partis fascistes? Ce n'est pas les grands industriels, contrairement à certaines idées reçues. C'est la population qui a un petit patrimoine et qui se sent menacée par les instabilités économiques du capitalisme et par les velléités expropriation des communistes. Donc une partie des classes moyennes, des petits patrons, la population rurale, une partie de l'ancienne aristocratie. Mais peu d'ouvriers. Les ouvriers sont plus du côté des communistes et des sociodémocrates. Les classes supérieures, comme les grands patrons, eux, soutiennent les partis libéraux. C'est intéressant de voir que les catégories sociales qui ont voté et soutenu les partis fascistes, artisans, paysans, aristocrates, pour caricaturer, c'est la sociologie de l'Ancien Régime. Marx considérait ces classes-là comme étant des classes transitoires, vouées à être absorbées par la bourgeoisie et le prolétariat. Ce qui fait que les marxistes voient le fascisme comme une tentative de la bourgeoisie de bloquer le progrès qu'il représente. Alors que c'est en réalité les classes sociales de l'Ancien Régime qui reviennent avec un projet nouveau. Donc, au sens marxiste, le fascisme est encore plus réactionnaire que les marxistes peuvent le penser, puisqu'il est porté par les classes sociales de l'Ancien Régime. D'un point de vue abstrait et historique, l'idéologie fasciste a quelques aspects réactionnaires, comme on l'a vu, mais ce n'est pas une idéologie réactionnaire en soi. Par contre, le fascisme est porté par une sociologie réactionnaire. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.